RTL Congo, en vertu de l'article 391 alinéa L du Code des impôts, qui fait obligation aux compagnies qui s'installent au Congo de communiquer les pièces. Et justement, il y avait un délai qui était imparti et ce délai étant échu, RTL a communiqué, je dis bien, un faux document à l'administration fiscale. On peut Donc les parler impôts, du faux, usage de faux, déjà, à ce voilà, niveau. Oui. oui, ils ont produit aux impôts un document qui était non seulement désossé, dans lequel il manquait des pages et pour lequel il n'y avait pas l'annexe 16 qui contenait la liste des créanciers. À la Le document, si je vous ai bien compris, a été dissimulé de manière, j'allais dire, volontaire, c'est ça, c'est-à-dire Oui, le délibérée. document délibéré, oui. Le document a été dissimulé pour ne pas que les créanciers qui étaient inscrits en son sein puissent entrer en possession de leurs créances. Nous sommes allés voir le ministre des Postes et Télécommunications. Il ne le détenait pas. C'était pour nous une grande surprise que toutes ces administrations qui étaient censées disposer de ce document ne puissent pas le détenir. Donc, nous avons continué nos recherches et à la faveur d'une rencontre entre le ministre Bininga et moi, j'ai su que le ministre Bininga détenait ce document. Le ministre de la Entre-temps, Justice, alors. l'actuel ministre de la Justice m'avait reçu, ce n'est pas un secret, il m'avait reçu et nous avons échangé et j'avais compris qu'il détenait le document, d'où ma quête s'est tournée vers ce ministère pour obtenir le document. Les impôts pouvaient avoir en leur sein le faux document produit probablement, je dis encore, hein, probablement par RTL, et le bon document se retrouvait avec le ministre. C'est là où il y a un paradoxe en fait, quelque chose que je ne comprends pas. Donc, le ministre peut disposer, un ministre de la Justice peut disposer du bon document. Pendant ce temps, l'administration, notamment aux impôts, vous avez dit, c'est ça. Là-bas, ils Oui, avaient un faux document. Et oui, vous ils avez avaient un même faux expliqué document. que vous l'avez cherché un peu partout. Vous n'avez pas Oui, trouvé le document. oui, Il a été dissimulé et il se retrouvait avec le ministre de la Justice. Et oui, après, vous nous avez dit, finalement, RTL va vous poursuivre en justice pour avoir utilisé un faux document qui vous a été livré par les impôts. C'est ça. oui, c'est exactement Ça ça. donnait quoi à Donc, la suite? RTL savait très bien que le document qu'ils avaient donné aux impôts était faux et le document qu'ils ont donné aussi au juge d'instruction était faux parce qu'ils ont voulu venir le reprendre lorsqu'on avait découvert que le vrai document existait. Mais le juge d'instruction leur a dit c'est pas une pièce à conviction. Afin de permettre à la partie adverse, donc moi, de me défendre, il était question qu'on me fasse photocopie de la pièce pour que je puisse me défendre. Et lorsque j'ai eu ce contrat de cession d'action, je vous confirme que RTL n'est plus revenu devant le juge d'instruction et l'affaire devant le juge d'instruction s'est éteinte toute seule. Oui, avant de continuer, pardon Daniel, je voudrais comprendre une chose. Qui est le promoteur, j'allais dire, le propriétaire de RTL Congo? Le propriétaire de RTL Congo, c'est Monsieur Sonny Mittal Bharti. C'est un Indien, c'est un monsieur qui a plusieurs affaires en Inde et qui est assez connu quand même sur l'échiquier mondial. Et il se trouve que, en parcourant le RCCM de RTL, nous avons constaté qu'il y a une entreprise qu'on appelle Solti International qui a 10% des actifs de RTL au moment où j'ai eu le RCCM au greffe du tribunal de commerce de Brazzaville. Et curieusement, il y a un nom qui m'a paru un peu suspect, qui est celui de M. Jean-Marc Boukoro. Nous avons constaté qu'il y avait tellement de pression qui commençait, parce qu'à la lecture de cette décision, je recevais beaucoup de coups de téléphone. Oui, mais Mais sans citer les noms de ceux qui vous appelaient, ces coups de fil venaient d'où? Des politiques, des des... politiques, des amis, des connaissances, Vous disant quoi un peu, concrètement? Qu'est-ce qu'ils vous disaient? ben, c'était pratiquement comme des menaces. C'était pratiquement comme des menaces en me disant, mais jusqu'où tu veux aller? Tu crois que tu vas aller
ou avec cette affaire, sache que il y a beaucoup d'intérêt là-dedans. Toi, ce petit Mboshi-là, tu veux aller où avec tout cet argent? C'est les propos comme ça qui m'ont été rapportés. On me traitait même de petit Mboshi. Vous voyez à quel point les gens étaient négatifs dans leur façon, dans leur approche pour une affaire où… Pardon, le ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République, il s'agit là donc de Florent Tiba, c'est ça? C'est exactement cela. Juste C'est pour la exactement précision, parce cela. qu'il y a eu d'autres aussi qui sont passés par là, oui? Non, c'est exactement cela. C'est bien de lui dont il est question. Et pour être factuel, lorsque je reçois ce courrier, je suis assez surpris. Comment une affaire d'ordre civil va se retrouver euh, euh, attaquée, on va dire le terme, attaquée par un courrier Oui, mais confidentiel avec une signalé. avant d'avancer, est-ce qu'on peut comprendre qu'est-ce qui a été dit dans le courrier? Ça nous permettra évidemment tous de comprendre qu'est-ce que M. Florent Tiba voulait en vous envoyant ce courrier. Qu'a-t-il Alors, dit en résumé ou bon voilà en substance? Qu'est-ce qui… Monsieur Perrin, en substance, l'objet du courrier, c'est dossier Mbéré contre RTL. Ça, c'est l'objet. Et M. Florent Tiba écrit ceci. Monsieur le ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République, écrit ceci. Sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'ai l'honneur de vous adresser le dossier 6 juin opposant la société RTL Congo à Monsieur Mbéré Daniel Henri Patrick. Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs, ravi de vous retrouver encore sur RCT. Bienvenue dans ce numéro de Droit de savoir où j'ai le plaisir de recevoir Daniel Henri Mbéré. Bonjour Daniel. Bonjour, Monsieur Christian Perrin. C'est tout le plaisir pour moi d'avoir accès à votre émission et je vous remercie pour l'invitation que vous m'avez faite. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes celui qui a facilité l'installation de Warid au Congo. Warid, pour ceux qui s'en souviennent encore, était une société de téléphonie mobile rachetée par RTL Congo. Il était donc question que vous soyez payé une commission, le pas de porte, c'est-à-dire le droit ou les droits d'entrée, comme ça qu'il faut peut-être qualifier ça. Est-ce qu'on peut revenir d'abord sur l'historique de cette affaire? Alors, Warid Congo est une filiale du groupe Abu Dhabi. Et Abu Dhabi Group appartient à Son Altesse Royale, le prince Nayan bin Mubarak Al Nayan, qui avait en son temps pris l'option de venir installer une compagnie de téléphonie mobile au Congo. Et cette compagnie de téléphonie mobile a été installée au Congo-Brazzaville par l'intermédiaire de M. Bachir Tahir, M. Jamal Manocher, M. Arnold Stewart, M. Fawaz Wissam, M. Oyenga Herman et M. Ranganga. Et lorsqu'ils avaient préparé toute leur stratégie, ils m'ont fait appel pour que je puisse les aider justement à s'installer en République du Congo. Et c'est ce qui fut fait. Nous sommes là en quelle année? Nous sommes là courant année 2006-2007. 2006-2007. Alors, que s'est-il passé concrètement? Parce qu'après, finalement, vous êtes allé en justice, rebondissement sur rebondissement, une affaire qui, jusqu'aujourd'hui, finalement, selon vous, n'a pas été tranchée correctement. Que s'est-il passé? Monsieur Perrin, après avoir facilité l'installation de Warid Congo à Brazzaville, j'ai été nommé consultant en sécurité auprès de Warid Congo avec report à Abu Dhabi Group. Ça veut dire qu'il était de mon ressort de contacter le groupe Abu Dhabi au cas où il y avait un litige, où il y avait une situation qui se présentait. Et j'avais comme pour directeur ici, M. Zaidi Massoud, qui était le directeur général de RTL Congo à l'époque.
Donc, à cette issue, le groupe Abu Dhabi m'avait félicité et m'avait promis justement de me récompenser d'une commission pour leur avoir facilité l'installation au Congo-Brazzaville. Et nous avons commencé à travailler en bonne collaboration en attendant que le groupe puisse satisfaire à la commission qui était prévue à mon endroit. Daniel, est-ce que je peux comprendre par là que le poste qui vous a été confié était là la récompense attendue, c'est ça? Ou bien ça n'avait rien à voir avec la commission que vous attendiez? Ça n'avait rien à voir avec la commission, c'était une façon pour eux de me remercier de leur avoir permis l'installation de Warid Congo. Et j'avais été recruté justement en tant que consultant, mais en qualité de français. En qualité de français, Voilà. j'espère qu'à ce niveau-là, vous n'avez pas eu de problème de salaire ou voilà. Mais Non, votre non, pas du problème, tout, non, non. le Non, problème aujourd'hui, donc il le y avait problème un se pose au contrat. niveau de la commission, c'est ça? Oui, tout se pose au niveau de la commission. Les émoluments ont été régulièrement payés. J'avais droit à un véhicule flambant neuf et j'avais droit aussi à un approvisionnement en carburant chaque semaine. Donc, à ce stade-là, il n'y a pas eu de problème. Il se trouve que, à un moment donné, le prince Nayan a compris qu'il y avait un petit problème avec sa compagnie parce que il avait commencé à y avoir pléthore d'agents. Il y avait trop de demandes d'emploi et on ne pouvait plus suffire à cette demande. En sorte D'où des recommandations, c'est ça? il y avait des recommandations de certaines personnes très haut placées au niveau du Congo-Brazzaville qui voulaient coûte que leur enfant puisse travailler dans cette compagnie. Et donc, le prince a examiné un peu la situation et il s'est dit, bon, comme il en est ainsi, il faudrait peut-être que je pense à vendre cette compagnie parce qu'elle ne me rapporte pas ce qu'elle devait me rapporter. Nous perdons plus que nous ne gagnons. Et il n'y avait pas trop de retour en investissement. D'où la première vente avec le groupe Essar avait raté, toujours un groupe indien, mais il se trouve que le groupe Bharti Airtel appartenant à M. Sonny Mittal était justement intéressé par les actifs de Warid Congo en Ouganda et au Congo-Brazzaville. C'est ce qui fut fait. Alors, il faut dire que le 13 octobre 2009, M. Sonny Mittal Bharti, PDG de Bharti Group, entreprise, a écrit une lettre d'intention au prince Nayan lui disant ceci. Monsieur le prince Nayan, je pense que je vous ai envoyé cette lettre. Je suis tout à fait d'accord pour acheter vos entreprises du Congo-Brazzaville et de l'Ouganda à 100% et je m'engage à payer toutes les dettes. Et lorsque M. Mittal envoie cette lettre d'intention au prince Nayan d'Abu Dhabi Group, il lui joint son passeport recto verso en guise de bonne foi. Je vous ai aussi envoyé ces éléments-là. Donc, une fois que la lettre d'intention était prête et que les accords étaient déjà ficelés, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu vente le 4 novembre 2013 de Warid Congo à RTL Congo. Je vous ai aussi envoyé le contrat de vente de cession des actions qui est Tout à fait. d'ailleurs… Donc, après, lorsque RTL rachète Warid, c'est ce qu'il faut comprendre par là, à ce moment-là, elle doit s'occuper du reste, disons, de tout l'actif de la société Warid. S'il y avait des dettes, bien entendu, c'est RTL qui doit payer toutes ces dettes. C'est ce que j'ai cru comprendre. C'est exactement ça et c'est même mentionné dans le contrat. C'est mentionné dans le contrat. Et alors, Voilà. qu'est-ce qui se passe concrètement? La commission, c'est Warid qui vous avait promis de vous la payer, c'est ça? Dès lors que Exactement. RTL rachète Warid, ben naturellement, RTL doit, cette fois-là, vous payer cette commission parce qu'elle achète et les Exactement. actifs de l'entreprise. C'est cela. C'est exactement cela. Et cette C'est commission, exactement cela. Dans le contrat de cession d'actions, en annexe 16, il y a une liste de tous les créanciers qui avaient été retenus de commun accord avec
les entreprises. Donc, partant de là, le groupe Abu Dhabi devenait la garantie vendeur. Warid était le vendeur et Barty Airtel était l'acquéreur. Donc, les parties signataires du contrat avaient convenu que tous les créanciers de Warid se seraient déversés dans l'acte de cession annexe 16 et le nom de M. Mbéré y figure au numéro 1 pour le montant de 5 milliards 400 datant du 7 octobre 2013. Alors, donc la créance avait été reconnue depuis octobre 2013 et le contrat de cession d'actions a été signé un mois plus tard, le 4 novembre 2013 à Londres. Alors, si j'ai bien compris, vous êtes nombreux, il y a plusieurs créanciers, c'est ça? Oui, il y a plusieurs créances. Oui. Voilà, il y a plusieurs créances, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et donc, avant qu'on ne parle de votre cas à vous, est-ce que les autres ont été payés? Oui, j'ai devant moi les chèques de un groupe de 21 agents de Warid qui avaient justement bénéficié de cette convention, cet accord. Le nom était inscrit dans l'acte de cession et lorsqu'il s'agit de les payer, eh ben, on a assisté à un paiement léonien. En ce sens que dans le contrat de cession d'actions du 4 novembre 2013, il était prévu que ces jeunes-là puissent toucher la somme de 80 millions de francs CFA. Mais au moment de les payer, comme ils ignoraient l'existence de ce contrat, parce que ce contrat, il faut se le dire, ce contrat a fait l'objet d'une dissimulation. Personne ne voulait le montrer parce qu'il y avait beaucoup d'argent dans ce contrat. Et donc, ces jeunes-là, on les a appelés, on les a menacés et on leur a dit, vous prenez 5 millions de francs CFA ou rien. Si vous ne les prenez pas, vous n'aurez rien du tout et vous aurez des procédures qui vont traîner en justice parce que nous savons comment marche la justice congolaise. C'est ce qui leur avait été dit. Et leur avocat... Pardon, Daniel. 5 millions au lieu de 80 millions de francs CFA. Oui. Quand vous regarderez l'annexe 16 à la page numéro 1, vous verrez qu'en bas, en tout petit, il est bien écrit que le montant des 21 est de 80 millions de francs CFA. Mais lorsque je prends le chèque de ces jeunes-là, qui est là dans mes affaires, je constate qu'ils n'ont perçu que 4 500 000 au lieu de percevoir 80 millions de francs CFA tel que on avait disposé le contrat. Oui, mais c'est ces jeunes qui ont perçu les 5 millions. Qui étaient-ils dans la société finalement? Ils faisaient quoi? C'était des agents, des agents ordinaires. C'était des agents ordinaires qui avaient été licenciés un peu de façon abusive et qui réclamaient leurs droits. Et ils ont, lorsque Warid et Airtel ont conclu leur contrat, eh ben, ils ont inséré justement cette créance-là dans le contrat. Et seule ta créance à toi n'a jamais été payée jusqu'à la date d'aujourd'hui. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous sommes le 21 juin 2025. Alors, revenons donc sur votre cas, vous. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors, ce qui se passe, je vous ai dit un peu plus loin que le contrat de cession d'actions qui consacre justement la vente de Warid à RTL Congo avait été dissimulé par des personnes qui voulaient faire main basse sur les créances des personnes qui étaient inscrites en annexe 16. Et partant de cela, il nous avait été donc impossible de pouvoir entrer en possession de ces créances. Mais à la faveur de certaines informations qui sont revenues à nous, il nous a été donné de savoir que le contrat existait. Et donc, nous nous sommes mis à chercher ce contrat en vain. Il a fallu, à la faveur d'une rencontre entre moi et le DG des impôts de l'époque, M. Antoine Gakoso, que je l'approche et qu'il me reçoive en audience. Et lorsqu'il m'a reçu en audience, je lui ai fait état de ce que le contrat de cession d'actions a été enregistré aux impôts de Brazzaville. Il est forcément probable que votre administration fiscale puisse le détenir. Il m'a dit
je vais essayer de chercher. Et je suis revenu un mois plus tard, il me dit que nous ne trouvons pas ce contrat. C'est là que je propose à M. Ngakoso Antoine d'écrire à RTL Congo le 16 août 2016. Et M. Antoine Ngakoso écrit à RTL Congo en vertu de l'article 391 alinéa L du Code des impôts qui fait obligation aux compagnies qui s'installent au Congo de communiquer les pièces. Et justement, il y avait un délai qui était imparti et ce délai étant échu, RTL a communiqué, je dis bien, un faux document à l'administration fiscale. On peut parler du faux usage de faux, déjà, à ce voilà. niveau. Oui. Oui. Ils ont produit aux impôts un document qui était non seulement désossé, dans lequel il manquait des pages et pour lequel il n'y avait pas l'annexe 16 qui contenait la liste des créanciers. Mais c'était déjà pour nous la preuve que le contrat existe parce que certaines personnes dans le pays pensaient que nous étions en train d'affabuler. Et ils pensaient que c'était une création de l'esprit. Et lorsque ce document, justement, a surgi, eh ben, tout le monde a commencé à comprendre qu'il y avait du vrai dans ce que nous avions dit. Et enfin, on pouvait commencer la recherche. Nous nous sommes donc déportés vers un notaire qui était censé avoir enregistré ce contrat pour avoir justement connaissance de ce contrat. Malheureusement, paix à son âme, Maître Moussunda nous a fait savoir que le contrat n'était pas enregistré chez lui parce que c'était lui dont le nom nous avait été communiqué. Et à la faveur donc de nos recherches, nous avons pu obtenir donc des impôts. La première page du contrat, la page où il y avait les signatures de M. Nayan, le prince d'Abu Dhabi, qui a signé 2 fois pour le compte de Warid et pour le compte d'Abu Dhabi, parce que c'est lui qui vend sa filiale à Barty. Et pour le compte de RTL, il y avait un certain monsieur Young, si je ne me trompe pas, qui a signé pour le compte de RTL Congo Barty. Ensuite, lorsque nous avons vu le document, nous nous sommes rendus compte que le document avait été enregistré aux impôts de Brazzaville, mais non pas au lieu de domiciliation fiscale dont dépend l'entreprise, mais plutôt aux impôts de Bas-Congo. Et donc, nous nous sommes déportés à Bas-Congo pour savoir si l'administration fiscale qui avait enregistré justement ce contrat le détenait. À notre grande surprise, l'administration fiscale ne détenait pas ce document. Et nous avons demandé en fait, le document, si je vous ai bien compris, a été dissimulé de manière, j'allais dire, volontaire, c'est ça? C'est-à-dire oui, délibéré. le document délibéré, oui. Le document a été dissimulé pour ne pas que les créanciers qui étaient inscrits en son sein puissent entrer en possession de leurs créances. Et donc, partant de là, vous constaterez que nous avions déjà une piste pour le rechercher. Nous sommes allés à la Chambre de commerce. Nous ne l'avons pas eu. Nous sommes allés à l'Agence de régulation des postes et télécommunications. Nous ne l'avons pas eu. Nous sommes allés voir le ministre des postes et télécommunications. Il ne le détenait pas. C'était pour nous une grande surprise que toutes ces administrations qui étaient censées disposer de ce document ne puissent pas le détenir. Donc, nous avons continué nos recherches et à la faveur d'une rencontre entre le ministre Bininga et moi, j'ai su que le ministre Bininga détenait ce document. Le ministre de la Justice, alors? L'actuel ministre de la Justice m'avait reçu, ce n'est pas un secret, il m'avait reçu et nous avons échangé et j'avais compris qu'il détenait le document, d'où ma quête s'est tournée vers ce ministère pour obtenir le document. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que RTL, lorsque nous avons eu le document de la part des impôts, nous avions déjà engagé la procédure au tribunal de grande instance de Brazzaville avec ce document-là. Mais comme le document n'était pas le bon, qu'est-ce que RTL a fait?
RTL nous a poursuivis pour faux et usage de faux, pour dire que le document que nous détenons était un faux usage de faux. Donc nous nous sommes retrouvés devant un juge d'instruction pour que nous puissions y répondre. Entre-temps... Pardon, je vais comprendre une chose. RTL vous poursuit parce que elle suppose que vous avez utilisé un faux document pour, évidemment, bon voilà, l'attaquer. Et ce document, vous disiez que vous l'avez trouvé où comme ça? Aux impôts. Aux impôts. Aux impôts de Brazzaville, oui. Avec notification. Donc, on pouvait vérifier que ce document venait des impôts. C'est ça? Oui, puisque le courrier des impôts que M. Antoine Gakoso avait adressé avait eu réponse. Et RTL avait de peur qu'il soit frappé de sanctions, répondu aux impôts par avis favorable. Donc, le document est arrivé aux impôts. Et nous avons quand le compris document que... est arrivé aux impôts, pardon, et dans la suite de vos recherches, vous vous retrouvez avec le ministre Bininga, c'est comme ça qu'on l'appelle, Wilfried, donc le ministre de la Justice. Là, vous êtes allé retrouver le bon document, le vrai. C'est exact. Lorsque je me rapproche du ministère de la Justice, je me rends compte que le bon document existe. Mais le bon document existe au ministère de la Justice depuis, je pense que vous le verrez sur le document, c'est écrit numéro d'enregistrement 2533 à la date du 24 octobre 2017. Le document existait au ministère de la Justice. Et vous remarquerez aussi, M. Perrin, que ce document est estampillé du cachet de RTL sur toutes les pages. Et dans ce document, nous avons retrouvé l'annexe 16 où il y avait justement la créance de M. Mbéré écrite en clair et en noir sur blanc, ce qui faisait que c'était une créance certaine, liquide et exigible. Les impôts pouvaient avoir en leur sein le faux document produit probablement, je dis encore, hein, probablement par RTL, et le bon document se retrouvait avec le ministre. C'est là où il y a un paradoxe en fait. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Donc, le ministre peut disposer, un ministre de la Justice peut disposer du bon document. Pendant ce temps, l'administration, notamment aux impôts, vous avez dit, c'est ça? Là-bas, ils avaient un faux document. Et vous avez même expliqué que vous l'avez cherché un peu partout. Vous n'avez pas trouvé le document. Il a été dissimulé. Et il se retrouvait avec le ministre de la Justice. Et après, vous nous avez dit, finalement, RTL va vous poursuivre en justice pour avoir utilisé un faux document qui vous a été livré par les impôts. C'est ça? Oui, c'est exactement ça. Ça donnait quoi à la suite? RTL savait très bien que le document qu'ils avaient donné aux impôts était faux. Et le document qu'ils ont donné aussi au juge d'instruction était faux parce qu'ils ont voulu venir le reprendre lorsqu'on avait découvert que le vrai document existait. Mais le juge d'instruction leur a dit c'est pas une pièce à conviction. Afin de permettre à la partie adverse, donc moi, de me défendre, il était question qu'on me fasse photocopie de la pièce pour que je puisse me défendre. Et lorsque j'ai eu ce contrat de cession d'action, je vous confirme que RTL n'est plus revenu devant le juge d'instruction et l'affaire devant le juge d'instruction s'est éteinte toute seule. Donc, partant de là, nous prenons le bon document que nous avons obtenu qui a toutes les mentions plutôt et nous engageons une procédure devant le tribunal de grande instance de Brazzaville. Mais il faut rappeler, M. Perrin, c'est qu'en 2014, nous étions convaincus qu'il y avait cette créance qui existait. Nous avons engagé des poursuites contre le groupe Abu Dhabi Group. Et nous avons eu gain de cause au tribunal de grande instance de Brazzaville en 2015, notamment le 26 juin 2015. Le groupe Abu Dhabi était représenté par un avocat dont je ne citerai pas le nom, et c'est lui qui a fait appel. Lorsqu'il fait appel, en 2015, l'affaire monte en appel et nous gagnons encore à la cour d'appel. Nous sommes désormais en 2015, 2016, 2017, parce que vous savez que les procédures en justice, elles prennent quand même un peu de temps. Tout à fait, elles mettent du temps, oui. Voilà. Et lorsque nous gagnons en 2015, 2016
à la cour d'appel de Brazzaville, nous notifions justement cette décision à Warid RTL qui était en train de fusionner parce que la fusion n'était pas encore effective. Et donc, partant de là, nous avons demandé à RTL Warid de nous payer par rapport à la décision qui avait été rendue, qui condamnait déjà Abu Dhabi Group, Warid, devenu RTL, par fusion-absorption, à nous payer la somme de 5 milliards de francs CFA. Ça, c'était avant qu'on puisse avoir le document officiel, authentique et original. Et nous avons commencé l'exécution de cette décision. Nous avons été payés, M. Perrin. Donc, cela veut dire que le recouvrement de cette créance était déjà entamé. Et la loi est claire à ce sujet, notamment l'article 32 de l'acte uniforme de l'OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Lorsque le recouvrement est entamé, il se poursuit jusqu'à son terme. Pour prendre une forme purement africaine, oui. C'est comme si vous trouvez un sac de riz et les grains de riz tombent. Vous n'allez pas aller refermer le sac avec une aiguille. Donc, les grains de riz, par pression, vont continuer de tomber. Donc, la créance était déjà entamée. Alors, pour revenir au nouvel acte que nous avons eu, il se trouve que RTL a fait cassation, objection justement à la Cour suprême pour obtenir cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Brazzaville. Mais entre-temps, je peux vous informer que le procureur général près la Cour d'appel de Brazzaville de l'époque, qui est M. Mbiti Théophile, avait, dans ses conclusions d'appel, qualifié l'intervention volontaire de RTL, parce que RTL était venu en intervention volontaire en appel, qualifié cette intervention volontaire de dilatoire et avait reconnu que la créance de Mbéré était certaine, liquide et exigible. Le procureur général de la Cour d'appel de l'époque, M. Théophile Mbiti, devenu aujourd'hui procureur général de la Cour suprême. Je sais pourquoi je vous fais ce petit détail-là. Donc, voilà le ministère public qui vous donne raison en appel en 2017. Mais lorsque l'affaire vient en pourvoi à la Cour suprême, sans pourtant qu'il y ait des éléments nouveaux, il y a un volte-face. RTL n'a apporté aucun élément nouveau dans cette procédure, mais le parquet a eu une position différente de celle qu'il avait eue avant, alors que nous savons très bien que le parquet est indivisible. Et donc, il ne peut pas changer de sa position puisqu'il est lié justement à ses premières conclusions. Donc, l'arrêt est cassé. Vous êtes en train de dire la première décision de justice qui, en fait, enjoignait RTL à payer les 5 milliards, c'est ce que vous avez dit, avec quelque chose dessus, exactement, avait déjà été amorcé. Ils ont commencé à payer une bonne partie, oui. Ils ont le recouvrement forcé, payer, oui, pas recouvrement forcé. Et très curieusement, RTL vient finalement faire objection et s'impose pour dire, voilà, il faut aller à la Cour de cassation, c'est ça. Voilà. Sans apporter des nouveaux éléments. RTL fait un pourvoi en cassation et le 31 mai 2018, la Cour suprême casse l'arrêt de la Cour d'appel. Mais il faut dire aussi qu'avant que la Cour suprême casse l'arrêt, nous avons eu droit à plusieurs réquisitions de sursis à exécution de la part du procureur général près la Cour suprême du Congo-Brazzaville, notamment M. Gilbert Mouyabi, qui nous a fait plusieurs sursis à exécution. Donc l'arrêt était purement bloqué. Son exécution était juste simplement anéantie. Et devant ce blocage, nous n'avons pas baissé les bras et nous avons estimé qu'il fallait continuer de chercher le vrai document. Et donc, le vrai document dont je vous ai fait étape plus loin, qui était au ministère de la Justice, nous avons mis la main dessus. Oui. Mais le recouvrement était déjà entamé. Et qu'est-ce qui se passe après? Vous savez, la loi, M. Perrin, vous autorise à revenir devant le même juge aussi longtemps que vous n'avez pas eu gain de cause. C'est ce qui a été fait. Le 24 février 2021,
nous avons saisi à nouveau le tribunal de grande instance de Brazzaville pour obtenir une ordonnance de saisie conservatoire sur la base de l'acte de cession des actions du 4 novembre 2013 contenant justement notre créance. Le tribunal de grande instance de Brazzaville y a fait droit. Et nous avons désigné un huissier de justice dont je ne citerai pas le nom, qui justement a procédé aux saisies. Monsieur Perrin, je vous ai envoyé le récapitulatif des saisies qui ont été pratiquées sur les comptes de RTL et nous sommes arrivés à la somme de près de 824 millions de francs CFA, si ma mémoire ne me fait pas faillite. Oui, avant de continuer, pardon Daniel, je voudrais comprendre une chose. Qui est le promoteur, j'allais dire, le propriétaire de RTL Congo? Le propriétaire de RTL Congo, c'est Monsieur Sony Mittal Bharti. C'est un Indien, c'est un monsieur qui a plusieurs affaires en Inde et qui est assez connu quand même sur l'échiquier mondial. Et il se trouve que, en parcourant le RCCM de RTL, nous avons constaté qu'il y a une entreprise qu'on appelle Solti International qui a 10% des actifs de RTL au moment où j'ai eu le RCCM au greffe du tribunal de commerce de Brazzaville. Et curieusement, il y a un nom qui m'a paru un peu suspect, qui est celui de M. Jean-Marc Boukoro. Donc, M. Jean-Marc Boukoro, que je ne connais pas, est l'administrateur des 10% de RTL Congo. Et j'ai comme l'impression que le hic venait un peu de ce côté. C'est un peu mon impression. Et quelle est donc la réaction j'allais dire, de l'actionnaire majoritaire, l'Indien dont vous avez parlé, dans toute cette procédure-là? L'Indien actionnaire majoritaire, lorsque nous avons obtenu justement les saisies pratiquées, nous avons ensuite été surpris qu'il y ait appel, parce que non, ils sont venus en contestation. Le président du tribunal de grande instance, juge des référés et juge de l'exécution, a confirmé les saisies. Donc, il les a maintenues par une ordonnance. Et M. Perrin, la loi fait obligation aux saisissants que j'étais d'obtenir un titre exécutoire en vertu et au respect de l'article 61 de l'acte uniforme de l'OHADA, notamment celui qui est relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Ce qui a été fait. Nous avons fait la procédure d'obtention du titre. La Cour, le tribunal de grande instance de Brazzaville, y a fait droit à nouveau. C'est-à-dire que le 13 avril 2021, le tribunal de grande instance de Brazzaville nous a donné un titre exécutoire, mais malheureusement, ce titre exécutoire n'avait pas l'exécution provisoire. Et lorsque vous n'avez pas l'exécution provisoire, vous devez attendre 1 mois pour savoir si la partie adverse qui a succombé ferait ou non appel. Il se trouve que RTL avait fait appel. Et lorsque RTL fait appel de cette décision, le jugement du tribunal de grande instance de Brazzaville devenait suspensif. D'où nous sommes allés en appel et, M. Perrin, nous avons encore gagné en appel. Le tribunal de grande instance de Brazzaville, donc, nous donne un titre non exécutoire. La Cour d'appel rend sa décision le 4 janvier 2023 et à cette date-là, nous avions un titre parce que les arrêts de la Cour d'appel, les arrêts des cours d'appel sont des titres exécutoires de plein droit. Et donc, partant de là, nous avons constaté qu'il y avait tellement de pression qui commençait parce qu'à la lecture de cette décision, je recevais beaucoup de coups de téléphone. Oui, mais sans citer les noms de ceux qui vous appelaient, ces coups de fil venaient d'où? Des politiques Des politiques, des amis, des connaissances. Vous disant quoi concrètement? Qu'est-ce qu'ils vous disaient? C'était pratiquement comme des menaces. C'était pratiquement comme des menaces.
en me disant, mais jusqu'où tu veux aller? Tu crois que tu vas aller où avec cette affaire? Sache que il y a beaucoup d'intérêt là-dedans. Toi, ce petit Mboshi-là, tu veux aller où avec tout cet argent? C'est les propos comme ça qui m'ont été rapportés. On me traitait même de petit Mboshi. Vous voyez à quel point les gens étaient négatifs dans leur façon, dans leur approche pour une affaire où ce n'est pas un vol, c'est une créance. Et ce n'est pas, c'est pas M. Mbéré qui a inscrit son nom dans ce contrat. Je n'étais pas là, ça s'est passé à Londres. Donc, je n'étais pas là quand le contrat a été signé. Alors, donc, la Cour d'appel rend sa décision, mais ce qu'il faut dire, M. Perrin, c'est que avant que la Cour d'appel ne rende sa décision et avant que RTL ne dépose son pourvoi en cassation à la Cour suprême, il y a un courrier que l'on est venu me déposer par enchantement sous mon portail. À l'époque, j'avais un chien. J'avais peur que ce chien-là puisse avoir mangé ce papier. Et donc, je suis sorti et je me rends compte qu'il y a un courrier qui est sous mon portail. Je demande au chien de s'en éloigner parce qu'il m'obéissait. Et je récupère le courrier. Et lorsque je récupère le courrier, mais je ouvre le portail pour voir mais qui a déposé. Et je ne trouve personne. Ça m'a paru un peu suspect. Et donc, quand j'ouvre le courrier, je regarde. C'est une lettre numéro 030, datée du 31 janvier 2023, qui émane du ministre d'État, directeur du cabinet du président de la République, adressée à monsieur le premier président de la Cour suprême, avec les mentions confidentielles et urgence signalée. Et lorsque je parcours ce courrier... Le ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République, il s'agit là donc de Florent Tiba, c'est ça? C'est exactement cela. Juste pour la précision, parce qu'il y a eu d'autres aussi qui sont passés par là, oui? Non, c'est exactement cela. C'est bien de lui dont il est question. Et pour être factuel, lorsque je reçois ce courrier, je suis assez surpris. Comment une affaire d'ordre civil va se retrouver attaquée, on va dire le terme, attaquée par un courrier confidentiel avec avant d'avancer, est-ce qu'on peut comprendre qu'est-ce qui a été dit dans le courrier? Ça nous permettra évidemment tous de comprendre qu'est-ce que M. Florent Tiba voulait en vous envoyant ce courrier. Qu'a-t-il dit en résumé ou bon voilà en substance? Monsieur Perrin, en substance, l'objet du courrier, c'est dossier Mbéré contre RTL. Ça, c'est l'objet. Et M. Florent Tiba écrit ceci. M. le ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République, écrit ceci. Sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'ai l'honneur de vous adresser le dossier 6 juin opposant la société RTL Congo à M. Mbéré Daniel-Henri Patrick. Le verdict prononcé en 2014, dont je vous ai fait état, par le tribunal de grande instance de Brazzaville et confirmé par la Cour d'appel de Brazzaville en 2017, condamnait RTL à payer 5 milliards de francs CFA à ce dernier. Cette sentence a été annulée en 2018 par la Cour suprême qui a dessaisi les tribunaux de Brazzaville et renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Ouesso. Les différentes séquences de ce contentieux mettent en exergue les décisions fantaisistes et éhontées régulièrement observées dans les tribunaux de la République. À ce propos, je vous prie de prendre toutes les dispositions nécessaires pour surseoir à l'exécution de la sentence submentionnée, notamment l'arrêt du 4 janvier 2023 de la Cour d'appel de Brazzaville et le sursis à exécution par le dit tribunal de toute action civile ou et voie d'exécution intentée pour le compte de M. Mbéré. Et il termine son propos à la dernière page. Il dit, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a donc demandé que soit évoquée lors de la prochaine session du Conseil supérieur de la magistrature cette situation qui décrédibilise notre justice et porte gravement atteinte au climat des affaires de notre pays. Veuillez agréer, Monsieur le Président, du premier président de la Cour suprême,
l'expression de ma considération distinguée, signé M. Florent Tziba. Alors, M. Perrin, lorsque je lis ce courrier, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est confidentiel, urgence signalée, ces deux mentions. Ensuite, il dit que sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'ai l'honneur de vous adresser le dossier 6 juin opposant M. Mbéré, Daniel-Henri Patrick, à la société RTL. M. Perrin, nous sommes en matière juridique. Je dis bien, nous sommes en matière juridique. À la date où M. Florent Tziba, directeur de cabinet du président de la République, écrit ce courrier, RTL Congo n'avait pas encore déposé de pourvoi en cassation devant la Cour suprême du Congo-Brazzaville. RTL ne déposera son pourvoi que le 19 juillet 2023, c'est-à-dire 6 mois plus tard. Donc, on peut en conclure que le juge qui est censé examiner le dossier a reçu le dossier avant même que la procédure ne soit pendante devant sa cour. C'est grave. Le juge ne peut pas connaître un dossier avant qu'il ne soit saisi. Qu'il ne soit saisi, évidemment, à ce niveau-là. Mais je voulais aussi comprendre pourquoi est-ce que Florent Tziba, évidemment, le ministre d'État, directeur de cabinet, s'ingère dans... En fait, c'est la gérance de l'exécutif dans les affaires judiciaires, c'est-à-dire une émission, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'exécutif dans le judiciaire. Déjà un premier point. Deuxièmement, il vous dit dans le courrier que l'affaire sera présentée au prochain conseil de la magistrature. Comme quoi, on sursoit tout et vous attendez qu'on en parle au prochain conseil de la magistrature. Mais est-ce que le prochain conseil qui avait suivi, l'affaire avait été évoquée? Monsieur Perrin, le conseil supérieur de la magistrature qui s'est tenu à l'époque, qui était consécutif à ce courrier, n'a jamais évoqué l'affaire Mbéré. Le Conseil supérieur de la magistrature ne statue pas sur ce genre d'affaires. Le Conseil de la magistrature statue sur la carrière des magistrats. Il ne statue pas sur les affaires. C'est paradoxal que le directeur du cabinet, le ministre d'État, Florent Tziba, puisse agir ainsi, c'est-à-dire, bon, enfin, après, on va chercher à comprendre pourquoi il a voulu simplement vous tourner en dérision, c'est ça, et apparemment, il sait comment, ou il doit connaître les acteurs qui sont derrière cette affaire, qui sont en train de torpiller, j'allais dire, le monde des affaires au Congo-Brazzaville, parce qu'ici, on peut noter également le danger qui guette l'environnement des affaires au Congo-Brazzaville. Oui, M. Perrin, ce courrier, à mon sens, et avec ma petite intelligence, marque ici la violation de la séparation des pouvoirs, notamment en son article 168 et 169 de la Constitution du 6 novembre 2015. L'exécutif ne peut pas interférer dans une affaire judiciaire, d'autant plus que cette affaire était venue en débat devant le Sénat. Monsieur Epouma, sénateur, avait justement soulevé cette question devant le Sénat et il avait été question que le gouvernement puisse y répondre. Le ministre Ibombo, qui est en charge justement des télécoms, était censé répondre à cette question. Mais le Premier ministre Koliné Makosso a estimé qu'il était de son devoir de répondre à la place de son ministre. Et lorsque le Premier ministre Koliné Makosso répond de cette affaire, il dit au président du Sénat, Pierre Ngolo, que Monsieur le Président, avec tout le respect que nous devons à votre institution, cette affaire ne peut pas être évoquée devant votre institution. Et le Premier ministre a justement évoqué l'article 169 qu'il a lu. Dans le cas du suivi du contrôle de l'action gouvernementale, nous avons été informés de la saisie conservatoire des comptes bancaires de la société RTL Congo pour un montant de 7 milliards, suite à un litige l'opposant à M. Daniel Mbéré. En effet,
la société Abu Dhabi Group aurait en 2006 bénéficié des services de M. Daniel Mbéré pour l'obtention d'une licence d'exploitation du réseau de téléphonie mobile au Congo pour sa filiale Wari Congo SA. En contrepartie d'une commission de 10% de la valeur marchande, soit environ 5 milliards de francs CFA. Depuis 2015, la société Wari Congo SA a fusionné avec Airtel Congo sans avoir reconnu et réglé cette somme auprès de M. Daniel Mbéré, qui a entrepris des démarches judiciaires conduisant à la saisie conservatoire des comptes bancaires de Airtel Congo. Toutes les procédures judiciaires ont été épuisées jusqu'au niveau de la Cour suprême. Cette situation menace gravement non seulement le paiement des subventions dues à l'État, mais également les contributions au Fonds pour l'accès et le service universel des communications électroniques, qui permet à chaque Congolais d'accéder aux services de communication électronique, quelle que soit la localisation géographique et à moindre coût. À la question du vénérable Pouma, adressée à un des membres du gouvernement, notamment le ministre des Postes et des Communications et de l'Économie numérique. Et ce, en application de l'article 169 de la Constitution, qui dispose, si vous me permettez que j'en fasse la lecture, Vénérable Président, je cite, « Le pouvoir judiciaire ne peut empiéter ni sur les attributions du pouvoir exécutif, ni sur celles du pouvoir législatif. Le pouvoir exécutif ne peut ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice ou s'opposer à l'exécution d'une décision. Le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice ou s'opposer à l'exécution d'une décision. » Je m'arrête là, Vénérable Président, pour vous dire simplement que la question soulevée par le Vénérable Pouma est pendante devant les juridictions de notre pays. Et qu'à ce titre, il n'appartient pas à l'exécutif de venir donner des éléments d'information, d'appréciation à une telle question sans être soupçonné de donner un éclairage visant à entraver le cours de la justice. Est-ce que nous donnons acte? Je crois que c'est une question de principe. C'est une question de principe. Quand une affaire est devant la justice, le Parlement arrête toute procédure. Même si une commission d'enquête était mise en place, et la commission n'a pas encore bouclé son travail et qu'une procédure judiciaire soit engagée, la commission arrête le travail. Donc, c'est une question de principe et nous ne pouvons que vous donner acte. Et ça se passe en août 2021 au Sénat. Mais pour revenir justement à ce courrier, M. Perrin, Oui. Lorsque je prends connaissance de ce courrier, la démarche d'un fils envers son père, c'est laquelle? C'est d'aller le rencontrer. Je suis allé rencontrer M. Florent Tsiba, directeur de cabinet du président de la République, à son bureau, le 3 avril 2023. Je dis bien le 3 avril 2023 et il m'a reçu. Je lui ai fait état de la situation réelle et j'ai pris le soin de lui emmener le contrat. Lorsque je lui ai remis le contrat de cession des actions du 4 novembre 2013, M. Florent Tsiba, directeur de cabinet du président, en était surpris. Il a regardé le plafond. Il me dit, quoi, il existe un contrat? Surpris de la note que vous lui avez apportée? Non, pas de la note. Non, il est surpris de l'existence du contrat. Parce que il me demande d'où je tiens ma créance. Je lui montre le contrat et il me demande de lui montrer où est mon nom. Je lui montre l'annexe 16 et je lui montre mon nom. Il se rend compte que je suis dans le contrat.
Et il était tout à fait ébahi, étonné, qu'il regardait le plafond. Je me suis dit, mais monsieur le ministre d'État, mais la vérité est là. Et je lui ai dit, monsieur le ministre d'État, mais vous aurez dû m'appeler. Je vous aurais apporté des explications au lieu que ce courrier soit écrit. Et entre-temps, pour ne pas faire trop dans le détail, toujours les personnes de bonne volonté nous ont transmis des photos où on voit sur ces photos les agents de RTL, le directeur de Sony Mittal, M. Sony Mittal, qui était venu à Brazzaville pour rencontrer le président de la République le 29 janvier de la même année, donc 2023, et des gens de Abu Dhabi Group qui étaient là dans le hall de l'hôtel Radisson. Et dans ces photos, je pense que je vous les ai envoyées, parce qu'elles ont circulé aussi dans certaines émissions, nous voyons monsieur le ministre d'État qui est là avec ces gens. Donc on peut conclure que le complot contre Mbéré a été ourdi ce jour-là. Alors, monsieur le directeur du cabinet du président de la République, ministre d'État, voilà, Florent Tiba est surpris. Et vous pensez qu'il était vraiment honnête, sérieux, ou il l'avait fait simplement pour aussi vous distraire, pourquoi pas? Parce que finalement... Je pense que c'était beaucoup plus la distraction, parce que, monsieur Perrin, je vais vous dire ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, monsieur Mbéré, j'ai compris. Je vais appeler le conseil juridique du président. Nous allons nous retrouver tous les trois et nous allons écrire à M. Bouka Henri, président de la Cour suprême, pour reconsidérer le courrier parce que vous m'avez apporté des éléments pertinents et probants. M. Perrin, cette rencontre n'a jamais eu lieu. Elle n'a jamais eu lieu et vous comprenez aisément pourquoi. Ben oui, voilà, c'était une distraction, voilà. Mais après tout cela, est-ce que, parce que je sais que le Congo est membre de l'OHADA, non? C'est ça? Oui, le Congo est membre de l'OHADA depuis la signature du traité de l'OHADA et la ratification et la promulgation, la mise en application plutôt de ce traité. Et le traité de l'OHADA, qui est un accord international, hein, a été ratifié et mis en application en 1994 par le président de la République, le président Denis Sassou Nguesso. Et il faut dire aussi que, partant de là, le traité OHADA devient un élément juridique de l'arsenal juridique congolais. Et donc, à ce niveau-là, qu'est-ce que vous avez pu faire? Qu'est-ce que vous avez pu faire? Parce que finalement... Le traité de l'OHADA, M. Perrin, au sens de l'article 223 de la Constitution du 6 novembre 2015, a une autorité supérieure sur les lois nationales, oui. les lois internes. Donc, cela veut dire que dès lors que dans une procédure, il y a mention d'une disposition des actes uniformes de l'OHADA, la Cour suprême du Congo n'est pas compétente en la matière. Je répète, dès lors qu'il y a une disposition de l'OHADA, notamment en ces actes uniformes, qui est mentionné dans un litige, la Cour suprême du Congo n'est pas compétente en la matière. Et pour vous dire, M. Perrin, le contrat de cession des actions du 4 novembre 2013 dont s'agit, mais ce contrat-là n'a jamais reconnu la compétence de la Cour suprême. Le contrat dit bien que toutes les procédures commencent au tribunal et le cas échéant, à la cour d'appel. En ce qui concerne la cassation ou la convention d'arbitrage, parce qu'il y a une convention d'arbitrage qui a été signée à Londres avec mandataire irrévocable, les personnes qui désirent déposer des pourvois en cassation vont à Abidjan. Alors, ce qui est assez curieux, c'est que RTL joue un peu au yo-yo. Vous allez comprendre très vite. Lorsque le vent tourne dans un sens, ils sont à l'OHADA. Lorsque le vent tourne dans un autre sens, ils sont à la Cour suprême. Ou alors, parfois, ils sont les deux. Ils font les deux pour voir quelle est la Cour qui va rendre la décision le plus rapidement. Et pendant le cas d'espèce, l'OHADA leur avait donné raison dans une des affaires où on avait fait des saisies.
Ils ont couru à la Cour suprême du Congo-Brazzaville qui avait le même pourvoi pour obtenir un arrêt de désistement. Je vous l'ai envoyé. La Cour suprême du Congo-Brazzaville avait désisté au motif que la CCJA avait tranché. Donc, la CCJA, c'est la Cour commune de justice et d'arbitrage qui est censée être la cour compétente, la seule cour compétente pour examiner en cassation ou en arbitrage les litiges nés des contrats. Vous voyez que nous sommes dans une tambouille. Tantôt on va à gauche, tantôt on va à droite. Mais dans le cas de votre affaire, est-ce que vous avez évidemment fait recours à l'OADA? Monsieur Perrin, lorsque nous avons fini la procédure à la Cour d'appel de Brazzaville le 4 janvier 2023, par voie d'avocat, nous avons sollicité de la CCJA qu'elle nous délivre un certificat de non-pourvoi en cassation après avoir fait computation des délais. Parce que c'est ça la loi. La loi vous oblige à observer un certain délai et si, à la fin de ce délai, la partie adverse ne vient pas justement solliciter pourvoi, eh bien, le greffe, les services du greffe de la Cour commune de justice et d'arbitrage ont la latitude de vous délivrer un certificat de non-pourvoi en cassation. C'est ce qui a été fait. Nous avons, je vous l'ai envoyé, le certificat de non-pourvoi en cassation daté du 11 août 2023. Partant de là, l'arrêt de la Cour d'appel de Brazzaville, rendu le 4 janvier 2023, avait purement et simplement acquis autorité de la chose jugée. Je ne comprends pas comment un arrêt qui a autorité de la chose jugée par la Cour compétente va être cassé à Brazzaville 2 ans plus tard. Monsieur Perrin, par quel mécanisme et par quelle disposition? Mais Monsieur Perrin, je vais vous dire aussi ce qui s'est passé lors de la procédure devant la Cour suprême du Congo-Brazzaville. Nous avons vécu une situation ubuesque. Nous avons vécu une situation ubuesque. Mais c'est irréaliste. C'est vraiment irréaliste. D'abord, le pourvoi est déposé le 19 juillet 2023. Oui. Et nous n'avons pas une notification de ce pourvoi. Mais le procureur général près la Cour suprême avait reçu une requête en surséance de l'arrêt du 4 janvier 2023 de la Cour d'appel et il avait fait surseoir de l'exécution de cet arrêt. Le 25 mai 2023. Donc, après le courrier du ministre d'État, il y a eu surséance à exécution de la part du parquet général de la Cour suprême le 25 mai 2023. De sorte qu'il nous était donc impossible de poursuivre le recouvrement de nos créances à travers le titre exécutoire. Le titre exécutoire était bloqué. Ensuite, lorsque nous allons devant la Cour, je vous rappelle, M. Perrin, que c'est moi qui ai fait la démarche au greffe pour obtenir notification des documents irrelatifs. La Cour suprême ne m'avait pas notifié cette procédure. J'ai écrit au président de la Cour suprême qui a fait droit. Il m'a envoyé un courrier et j'ai reçu les actes de la procédure en pourvoi. Et lorsque nous avons reçu les procédures en pourvoi, nous avons estimé que cette fois-ci au moins, il fallait y répondre. Nous avons préparé notre défense et nous avons produit comme seule et unique pièce dans ce pourvoi le contrat de cession des actions. Tout à fait, oui. Qui est un titre exécutoire, M. Perrin. Ce contrat-là, on ne peut ni l'annuler, ni le modifier et ni l'éteindre. En tout cas, je mets quiconque à défi d'éteindre ce contrat. On ne peut pas l'éteindre, ce contrat. Le contrat ne peut s'éteindre que par le paiement de la dette qui est inscrite. C'est un principe qui est clair. On ne peut pas modifier cette vérité. C'est une vérité qui est établie. Donc, pour m'empêcher justement de poursuivre le recouvrement de cette créance, eh ben, il y a le sursis à exécution du parquet général et nous avons donc décidé
de nous porter devant la Cour pour avoir justement à répondre de ce pourvoi. Et donc, leur pourvoi était accompagné d'une requête en sursis à exécution, en défense à exécution, et le pourvoi principal en lui-même. Monsieur Perrin, nous avons répondu aux deux requêtes par des mémoires. Parce qu'à la Cour suprême, on répond par des mémoires, par voie d'avocat. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la Cour suprême, il y a eu plusieurs renvois de cette affaire. Et au passage, je vous signale que j'avais recusé le président de la Cour suprême. J'avais recusé le président de la Cour suprême sur la base du courrier du ministre d'État, directeur du cabinet du président, au motif que ce courrier venait comme une gêne dans la procédure. Je ne peux pas comprendre que nous sommes en matière civile et il y a des documents qui circulent entre le directeur du cabinet du président de la République et le président de la Cour suprême qui lui demandent justement, qui l'oriente dans sa décision déjà. Pour nous, le président de la Cour suprême n'était plus apte à pouvoir juger cette affaire. Oui. Il n'était plus compétent. Mais je vous rappelle encore que le contrat ne donne pas compétence à la Cour suprême du Congo. C'est écrit. Tout s'arrête à la Cour d'appel, le cas échéant. Et après, c'est ou Abidjan ou la Cour de justice d'arbitrage de Londres, ce qu'on appelle en différents sigles la LCIA. Qu'est-ce qui se passe après? Il y a eu des audiences fantômes, M. Perrin. C'est-à-dire que on fait un rôle, on vous dit que vous avez audience à telle date, à la date prévue, on dit non, non, l'affaire sera reportée au lendemain, sans vous le dire. Or, la loi prévoit que les parties soient prévenues au moins 8 jours avant. 8 jours avant, oui. Mais on vous dit qu'il y a audience. Et lors de cette audience, on vous fait croire que le rapport de la juge rapporteur a été lu alors qu'il n'y avait personne dans la salle. Je dis bien, il n'y avait personne dans la salle. Et après, le président de la Cour suprême met l'affaire en délibéré. Donc, il n'y avait ni RTL, ni M. Mbéré dans la salle, mais l'affaire a été mise en délibéré. Mais quelle grande surprise! J'ai dit à mes avocats, mais il faut réagir. Nous avons donc engagé une lettre. Et là, à ce moment-là, c'est qui le président de la Cour suprême? Monsieur Henri Bouka. Henri Bouka. Oui, qui est l'actuel président de la Cour suprême. Et donc, oui. Voilà. Et donc, nous avons engagé une procédure, plutôt un courrier que nous avons déposé en bonne et due forme au secrétariat du président de la Cour suprême pour avoir justement autorisation d'obtenir rabattement de délibéré. Le rabattement de délibéré a été obtenu. Nous avons pris le soin de verser au dossier le courrier du ministre d'État, la lettre de M. Sonny Mittal qui reconnaît avoir pris l'engagement de payer, le passeport de M. Sonny Mittal en bonne et due forme et la traduction en français de la lettre de M. Sonny Mittal qui était en anglais pour que la Cour puisse en prendre connaissance aisément. Parce que l'article 4 de la Constitution dit ceci: la langue officielle au Congo est le français. Donc nous avons pris le soin de faire traduction. Vous voyez jusqu'où nous sommes allés. Alors, M. Perrin, vous allez être surpris. Il faut vous le dire. Nous avons déposé ce bordereau des pièces avec accusé-réception le 27 janvier 2025 auprès du greffe, auprès du greffier en chef de la Cour suprême. Il a accusé-réception. La loi veut que lorsqu'un bordereau des pièces est produit par l'une des parties, qu'il soit communiqué à la partie adverse, oui, pour respecter justement le principe sacro-saint, le sacro-saint principe du contradictoire. La partie adverse doit venir s'en expliquer pour comprendre exactement ce qui se passe dans cette affaire. Et vous constaterez que
je vous le dis, M. Perrin, avec beaucoup de tristesse, le bordereau des pièces n'a jamais été transmis à la partie RTL. adverse. Donc, RTL. Jamais. RTL n'a jamais reçu le bordereau des pièces. Mais pourtant, les actes avaient été montés. Parce que ce jour-là, comme par hasard, je passais au greffe de la Cour suprême. Et j'ai vu que la juge rapporteur avait déjà commencé à monter les actes pour notifier RTL. Et j'ai appris plus tard que le président de la Cour suprême a demandé à madame la juge rapporteur de ne pas communiquer ces pièces-là à la société RTL, de lui emmener la copie qui devait être produite à la société RTL. Monsieur Perrin, vous comprenez tout de suite qu'on voulait empêcher simplement la défense d'avoir ses armes. Ça veut dire que M. Mbéré partait à un pouvoir à armes inégales. C'était tout. Nous sommes partis à ce pouvoir avec une arme inégale. Et, M. Perrin, soyez-en sûr, ce bordereau des pièces n'est pas venu sur la table du juge lors de la plaidoirie. Parce qu'il y a eu plaidoirie. J'avais 3 avocats. Est-ce que je suis en train de comprendre que M. Henri Bouka a enjoint finalement la justice ou la cour de faire rétention de ce bordereau de pièces, c'est ça? Oui, rétention et dissimulation de ce bordereau des pièces. Ce bordereau des pièces n'a pas pu être évoqué justement lors de la plaidoirie. Et j'en suis sincèrement triste parce que ce bordereau des pièces aurait pu apporter justement la vérité de cette affaire. Et j'ai compris en fait que la Cour avait peur que ce bordereau des pièces soit développé tel que je suis en train de vous en parler ainsi. Parce que, M. Perrin, le juge n'a pas le droit de recevoir des documents émanant de l'exécutif et de recevoir des injonctions ou des instructions de l'exécutif. Le Premier ministre en a parlé lors de sa prestation devant le Sénat en août 2021. Alors, vous savez, ça surprend tout ça. Et on a compris que, en fait, j'ai compris qu'on veut m'empêcher d'entrer en possession de cette créance. Mais qui et pourquoi? Quels sont mes adversaires finalement? J'en ai combien? J'ai RTL qui est visible et j'ai des adversaires invisibles qui tirent les ficelles de gauche à droite. Il y a des adversaires qui sont déjà, à mon avis, après je peux me tromper, qui sont déjà des suspects qu'il faut commencer à pointer du doigt. Là, je note, et ça c'est de ma responsabilité, ça ne vous engage pas, je note déjà la complicité d'Henri Bouka, le président de la Cour suprême. Vous avez aussi le ministre d'État, Florent Thiba, qui vous écrit, mais en fait, je peux me tromper, mais il connaît tout ce qui est en train de se passer. Et derrière, il y a certainement d'autres grosses têtes qui se cachent encore jusque-là. Mais bon, après, je ne sais pas comment ça va se terminer. Et la suite, c'est quoi concrètement? Vous êtes arrivé à quel niveau maintenant là? Au jour d'aujourd'hui, après plusieurs atermoiements, la Cour suprême a rendu une décision et elle a cassé l'arrêt du 4 janvier 2023. Sur la base de quelle pièce? Sur la base de quoi concrètement? Nous étions à l'audience et le président de la Cour suprême a rendu son arrêt sur dispositif. Donc, il a lu le dispositif seulement. Et donc, nous n'avons pas eu la chance de pouvoir lire la motivation. Mais nous savons que, nous avons entendu de nos oreilles que la Cour suprême a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel du 4 janvier 2023 en toutes ses dispositions. C'est tout ce que j'ai pu entendre et je suis sorti de la salle. Donc, nous en sommes là aujourd'hui, M. Perrin. Comme quoi la procédure continue. Comme quoi la procédure continue parce que il faut savoir que ce n'est pas une fin en soi, il y a des recours. Les recours sont lesquels? Nous avons un non-pourvoi d'Abidjan. Nous repartons devant la Cour commune de justice et d'arbitrage qui nous avait délivré le non-pourvoi d'Abidjan, le non-pourvoi en cassation plutôt, et nous repartons vers la CCGA pour annulation de l'arrêt de la Cour suprême. C'est ça le droit.
Parce que, M. Perrin, il y a eu la même affaire au Gabon. Je pense que je vous ai envoyé l'élément. Oui, La même affaire a eu lieu au Gabon, identique, entre RTL Gabon et une entreprise qu'on appelle 2JTH. Et c'est toujours la Cour suprême du Gabon, c'est toujours les cours suprêmes qui s'immiscent et s'ingèrent dans des procédures qui ne relèvent pas de leur champ de compétences. Ce qui s'est fait, la 2JTH, donc l'entreprise qui avait en charge de gérer les antennes de RTL Gabon, a fait un recours en cassation devant la CCGA et elle a obtenu gain de cause, condamnant RTL Gabon à payer, M. Perrin, tenez bien vos oreilles, 55 milliards de francs CFA. Alors vous serez surpris de ce qui s'est passé. Comme RTL a été habitué à arpenter certains palais, ils sont allés voir le président Oligui. Et le président Oligui, Clotaire, leur a dit, mais je ne suis pas au-dessus de la CCGA. Si vous avez une dette envers une compagnie gabonaise, ben vous devez payer. Qui suis-je pour empêcher l'exécution d'une décision communautaire? C'est David contre Goliath. D'un côté, RTL Gabon, filiale du géant des télécoms coté à la Bourse de Londres et propriété du groupe indien Bharti du milliardaire Sonil Mittal, et de l'autre, de JTH, PME gabonaise, inconnue du grand public et propriété de Tanguy Enoch Eringboma Luemba. Au cœur d'un différend depuis 2014, les deux entités s'étaient déjà retrouvées devant les tribunaux gabonais. RTL Gabon est condamné en 2019 par la justice gabonaise à payer 35 milliards de francs CFA à son ex-prestataire gabonais qui l'accuse depuis 10 ans d'escroquerie. 5 ans plus tard, c'est au tour de la Cour commune de justice et d'arbitrage de rendre son verdict et il est sans appel. 55 milliards de francs CFA en principal intérêt et frais à régler à 2JTH. À la recherche d'un opérateur local pour régulariser la situation administrative de plus de 270 sites où l'opérateur a disposé les émetteurs télécoms qui composent son réseau dans le but de se conformer aux instructions de la Direction générale de l'environnement. RTL Gabon sollicite la société dirigée par Tanguy Enoch Eringboma Luemba. Travail effectué, première facture réglée sans embâge. Seulement, selon nos informations, le groupe indien maison mère de l'opérateur gabonais de téléphonie refuse de payer la seconde qui concerne de son site et un montant de 1,3 milliard de francs CFA. C'est le début d'un pas de fer qui aura duré 10 ans jusqu'à cette nouvelle condamnation à Abidjan après celle de Libreville. En effet, près d'un an après avoir été saisie, la Cour de justice et d'arbitrage de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, elle a aussi rendu un verdict en faveur de la PME gabonaise contre la multinationale. Selon les informations, le 2 avril 2024, un procès verbal saisi d'actifs a été pratiqué contre RTL Gabon pour non-exécution du contrat en violation de l'article 15 alinéa 7 du contrat qu'ils ont eux-mêmes rédigé. PV qui concerne entre autres la saisie des droits d'associés, des valeurs mobilières et des autres titres négociables par voie d'huissier détenus par RTL Gabon au sein de sa très lucrative filiale RTL Monnaie, afin de recouvrer les 55 milliards de francs CFA en principal intérêts et frais qui correspondent au montant de la condamnation. Soulignant la ferme intention de faire respecter sa décision, cette saisine qui intervient dans un contexte où l'homme d'affaires et milliardaire indien Sonil Bharti Mittal s'est récemment entretenu avec le chef de l'État gabonais, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, au sujet d'investissements stratégiques, devrait toutefois conduire à de nouveaux rebondissements. Étant entendu que l'opérateur qui reste jusque-là silencieux sur le sujet malgré nos multiples sollicitations pour une meilleure appréciation de la question devrait continuer de jouer la montre. Sous pression des autorités locales et de sa clientèle qui déplore sans cesse la qualité et surtout la cherté de ses services et désormais sous pression des institutions régionales. RTL Gabon est donc clairement dans la tourmente pour 2JTH et son responsable Tanguy Enoch Eringboma Luemba. Par contre, cette nouvelle condamnation de l'opérateur sonne comme un véritable ouf de soulagement tant l'affaire aura été éprouvante financièrement, moralement et surtout en termes de retombées opérationnelles. Une condamnation qui, par ailleurs, met en évidence le rôle crucial des institutions judiciaires en matière de respect des contrats.
Le président, le Voilà leader a dit, la très bonne décision et la très bonne information d'ailleurs, parce que je commençais évidemment à me dire, finalement, RTL a coutume finalement d'agir ainsi partout où elle est installée, peut-être en Afrique, il faut le dire comme ça. Et là, ils sont tombés sur, comme qui dirait, devant un patriote qui estime que le droit doit être au-dessus de tout le monde. Bon, maintenant, on va voir au Congo comment ça va se passer. Si déjà au Gabon, ils ont voilà, reçu une telle mais réponse, Monsieur Perrin, le contrat de cession des actions est une convention. Ce contrat-là a créé une obligation d'agir ou ne pas agir. S'il y avait l'obligation de ne pas agir, elle serait mentionnée dans le contrat et RTL nous l'aurait notifié. Mais nous sommes dans une annexe 16 où il est écrit réclamation. Mais tout le monde sait ce que c'est qu'une réclamation. Lorsqu'une réclamation est actée, ça veut dire qu'elle a été acceptée et ils ont signé. Donc, elle devient une réclamation authentique et officielle. Mais quand vous voyez, M. Perrin, vous savez, lorsqu'il y a un flou, c'est c'est qu'il y a un qu'il y a loup. un loup. Il y a un loup quelque part, évidemment. Il y a un loup quelque Mais part. dans le cas du Congo, tout le monde a compris qu'il y a un loup derrière cette affaire, mais le loup, il est quelque part. Et tout le monde Moi, est j'aimerais capable bien de... savoir, M. Perrin, qui a intérêt à ce que M. Mbéré Daniel ne puisse pas entrer en possession de sa créance de 5 milliards 400 en 2013. Et je vous rappelle que le contrat avait prévu 6% d'intérêt moratoire. Et lorsque je calcule ces intérêts moratoires aujourd'hui, la créance est montée à 10 milliards 200. Qui va les payer? Mais c'est RTL qui va le payer dans tous les cas. Eh bien voilà, la Non. réponse est toute trouvée. La loi étant au-dessus de tout, vous voyez que je mets ça entre guillemets, et c'est au gouvernement, il faut le dire comme ça, c'est au gouvernement congolais de démontrer qu'il peut protéger évidemment les citoyens congolais, dont pareille circonstance. Et vous nous avez donné l'exemple du président gabonais qui a tranché pour dire qui est-il pour surseoir une décision comme celle-là. Pourquoi est-ce qu'au Congo ne le ferait pas? Surtout que c'est un Congolais qui est en face de RTL. Exactement. C'est exactement cela, M. Perrin. Vous m'avez arraché les mots de la bouche. C'est exactement cela. Il n'y a rien à dire de plus sur ça parce que les choses sont désormais claires. RTL Congo n'est pas une entreprise para-étatique pour que l'État puisse se mêler de sa gestion. RTL Congo voilà. doit à M. Mbéré. C'est un contrat qu'ils ont signé librement. Je ne vois pas pourquoi des personnes extérieures à ce contrat ou qui n'ont rien à voir avec le contrat puissent venir interagir là-dedans. Le contrat est là. Je vous dis, M. Perrin, que le contrat ne peut être ni modifié, ni annulé, et on ne peut pas l'éteindre aussi longtemps que la créance persistera. Oui, mais c'est donc, ce que je me dis, pourquoi est-ce que RTL joue à ce petit jeu? Est-ce que c'est pour gagner le temps? Pourquoi concrètement? Et quel objectif? C'est ça, parce que RTL si Congo, le contrat est là, qu'on monte, qu'on descende, comme disaient les Camerounais, ils finiront par payer parce que le contrat, il est là. Et aucune justice, je ne sais pas si au niveau du Congo, ils sont capables de tout arrêter pour vous empêcher d'entrer ou de jouir de vos droits, mais je ne pense pas. Dès lors que cette pièce existe, qu'on le veuille ou non, on reviendra, on va tourner, on va gagner le temps, c'est vrai, mais c'est comme j'ai dit tout à l'heure, pour quel intérêt? Parce que finalement, les intérêts continuent à augmenter, à ce que je sache. Oui, c'est le cas. Ça. Oui, c'est le cas, ça augmente. Ça augmente de façon exponentielle. Une créance qui était à 5 milliards, qui se retrouve à 10 milliards aujourd'hui, vous voyez que on passe du simple au double. Vous savez, M. Perrin, à l'époque, le ministre d'État, Aimé Emmanuel Yokapé à son âme, dans une affaire qui opposait la société Afrique SA et Maisons sans frontières, il avait demandé à ce que la décision de la Cour suprême réunie en chambre, donc la Cour suprême réunie en chambre, numéro 011, GS 2015, en date du 6 novembre 2015, il avait effectivement demandé à ce que cet arrêt ne soit pas exécuté. Parce que
si cet arrêt venait à être exécuté, le ministre d'État, Yoka Emmanuel, paix à son âme, avait estimé qu'il aurait créé un trouble à l'ordre public. C'est pour ça qu'aujourd'hui, solennellement, étant donné que le ministre de la Justice, monsieur Magloire Wilfried Bininga, si je n'écorche pas son nom, si je l'ai fait, qu'il m'en excuse, est le ministre de la Justice et il est aussi garant du traité de l'OHADA. Parce que je pense savoir qu'il en est le secrétaire général actuellement. Il avait la présidence il n'y a pas longtemps, mais je crois qu'il est secrétaire général aujourd'hui. Je lui demande tout simplement de prendre ses responsabilités afin qu'on soit définitivement fixé. Est-ce que le Congo applique les décisions de la CCGA? Est-ce que le Congo respecte le traité OHADA? Si oui, dans ce cas, qu'il demande à la Cour suprême du Congo de ne plus s'ingérer dans les affaires qui concernent l'OHADA et par la même occasion, puisque le cas pratique, le cas d'espèce est le nôtre, il peut faire comme son prédécesseur, feu ministre Yoka Emmanuel, il peut demander, il peut instruire le procureur général, il peut instruire les huissiers et autres auxiliaires de justice de ne pas faire exécuter l'arrêt de monsieur de la Cour suprême du Congo-Brazzaville rendu le 19 juin 2025, numéro de répertoire 27, au motif, je dirais que cet arrêt risque de causer un trouble à l'ordre public communautaire. Parce que quid, M. Perrin, si nous repartons à Abidjan, et c'est ce que nous allons faire, et qu'on annule la décision de la Cour suprême du Congo-Brazzaville, que la Cour suprême, que la CCGA déclare l'arrêt de la Cour suprême du Congo-Brazzaville nul et de nul effet. Vous voyez un peu la honte. Et n'oubliez pas, M. Perrin, nous avons produit à la Cour suprême un bordereau des pièces où il y a le courrier du ministre d'État, ainsi que les engagements pris par le directeur général, le CIO de RTL. Mais tous ces documents-là, il y aura la CCGA, puisque c'est dans la procédure. Mais n'oubliez pas aussi, je vous rappelle, que lorsque nous avons plaidé, et dans nos écrits, nous avons dit à la Cour suprême du Congo qu'elle n'est pas compétente en la matière. Et pour vous dire, M. Perrin, le procureur général près la Cour suprême, M. Mbiti Théophile, dans ses conclusions au pourvoi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la compétence de la Cour suprême est retenue parce qu'il n'existe aucune disposition de l'OHADA. Mais lorsque on tourne la page, on se rend compte que lui-même dit que la procédure pendante devant la Cour suprême a commencé avec l'application de l'article 54 de l'acte uniforme de l'OHADA et s'est poursuivi avec l'article 61 de l'acte uniforme qui oblige le saisissant à obtenir un titre exécutoire. Alors comment on peut être versatile? D'un côté, vous dites que la Cour retient sa compétence parce qu'il n'y a pas de l'OHADA, et de l'autre côté, vous dites ah non, mais il y en a. Bon, mais alors. C'est bien dommage. On fait quelque chose et son contraire, et ça se passe bien au Congo-Brazzaville. C'est bien dommage, et c'est triste d'ailleurs d'entendre de telles choses. Mais je crois que maintenant qu'ils vous ont suivi, et certainement qu'ils vont reprendre leurs esprits, pourquoi pas, parce que là, tout le monde est en train de comprendre que, et je l'ai dit d'entrée de jeu, que l'environnement des affaires est menacé au Congo. Et ce n'est pas de bonnes informations, surtout quand les étrangers apprennent ça, et c'est bien dommage, c'est bien dommage. On peut torpiller le droit et parler, voilà, ceux qui sont censés faire respecter la loi. Voilà. Et je les invite justement, M. Perrin, à se ressaisir et justement à s'acquitter de leurs obligations. Ainsi, nous pourrons passer à autre chose et ce chapitre sera bouclé. Il n'est pas encore trop tard. Nous ne voulons pas, nous ne le faisons pas pour que le Congo soit justement sali. Parce que ce genre de documents, lorsque ça va à l'étranger, vous pouvez en être sûr que les amis étrangers se moquent de nous.
Je vous assure. Nous Mais avons bien des amis dans entendu, le monde mais de entier. toute façon, tout le monde est conscient de ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Denis Sassou Nguesso lui-même le disait. Le verre est donc fruit. Il s'adressait aux magistrats. C'était lors d'une session Et au ce n'est pas Conseil de la tout. magistrature que, Et ce n'est pas tout, Monsieur ben Perrin. voilà. Monsieur Perrin, je vais rajouter, pour être dans le même fil d'idées que le vôtre. Lors de l'audience solennelle d'ouverture de la Cour suprême, tout récemment, le président a encore fait une belle citation. Il dit ceci: le juge ne doit pas se comporter comme l'araignée qui tisse sa toile pour capturer les insectes et s'en épargner elle-même. Je crois que nous sommes dans ce schéma-là parce que RTL est une entreprise qui génère de l'argent. Mbéré n'a pas d'argent. Monsieur Mbéré n'a pas d'argent. Monsieur Mbéré n'a pas d'argent. Voilà, je crois Et donc, que... du coup, Monsieur Mbéré est pénalisé parce qu'il n'a pas d'argent. Donc, on va vers le plus offrant. C'est un peu je crois triste. que la situation pourrait être rattrapée, pourquoi pas. Voilà, ils vont suivre. Dieu voulant, oui, Dieu voulant. Bien entendu que oui. C'est des humains, à un moment donné, je crois qu'ils pourront revenir à la raison, pourquoi pas. Et donc c'est par là que nous allons donc mettre terme à notre émission aujourd'hui. Daniel Henri Mbéré, merci d'avoir été avec nous. L'heure qui nous a été impartie est arrivée à la fin, malheureusement. On va donc s'arrêter à ce niveau et à chacun donc de prendre ses responsabilités, pourquoi pas. Et je vais donc dire à nos téléspectateurs, comme d'habitude, de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo, après avoir massivement partagé pour que ça arrive, évidemment, voilà, aux intéressés, qu'ils la suivent, qu'ils entendent que, comme on a toujours coutume de le dire, que plus rien n'est caché. Désormais, nous sommes dans un monde numérisé, comme qui dirait, c'est l'ère du numérique et tout se sait à la seconde près. Mais je vous quitte donc sur cet élément. Bien sûr, c'était une session du Conseil de la magistrature où les magistrats congolais, les juges, ont été indexés. D'autres sanctionnés pour avoir évidemment failli à leur mission. Mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas pris conscience et que ça continue. À bon entendeur, salut et à très bientôt. Merci. Au cours d'une session du Conseil supérieur de la magistrature, il nous était arrivé de relever de leurs fonctions tous les magistrats du parquet, du siège, tous ceux de Pointe-Noire, ils avaient tous été relevés parce qu'on voulait marquer le coup face au dérapage observé à Pointe-Noire. Je prends l'exemple de Pointe-Noire, la même chose se produit ici à Brazzaville. Et on en avait affecté d'autres à Pointe-Noire. Et quelques mois seulement après, les nouveaux magistrats ont commencé à faire exactement comme ceux qui venaient d'être relevés, même pire. Alors, la conclusion que nous tirons maintenant, au moment où nous prenons d'autres décisions, c'est qu'il y a le ver dans le fruit. Il y a effectivement le ver dans le fruit. Et nous devons détruire le ver qui est dans le fruit.